La norme, c'est le fait que l'individu puisse bénéficier de ne pas être regardé outre mesure par les autres et, pourrait-on dire, se couler dans le moule. L'inverse de ce que serait la norme, ça peut être d'une manière positive quelque chose de l'ordre de la séduction. Quand l'individu a une différence qui attire l'attention d'une manière qui sera plaisante, et là on pourra même aller jusqu'à revendiquer l'excentricité. Là on est plutôt du côté d'une différence qui va séduire, qui va attirer l'œil. Donc on se distingue de la norme de cette manière-là. En revanche, une autre distinction de la norme est celle qui va donner ce qu'on appelle la stigmatisation. Le regard des autres va peser sur nous parce que nous avons une différence par rapport à ce qui est attendu au sein d'une société donnée. Donc la norme, c'est une manière de s'habituer à vivre ensemble et encore une fois, à nous endormir dans un confort de regard qui, inversement, peut être perturbé. Alors c'est compliqué de définir d'où vient la norme parce qu'elle est produite par une société entière et la société elle est constituée effectivement d'individus, de groupes majoritaires, elle est constituée aussi de relais de pensée, relais d'information, les médias, des penseurs qui aussi peuvent développer une réflexion qui est parfois de long terme et une société peut changer sur des décennies, des centaines d'années. Donc la norme est produite à la fois par des éléments d'opinion sur l'instant, et puis par un temps long, un temps de réflexion. Il y a aussi l'influence du monde extérieur. On a une mondialisation qui fait qu'on peut bénéficier aussi des expériences d'autrui. Alors faites attention à ça. Allez, on se met en place pour le salut final. Donc c'est tout un ensemble de choses et les hommes politiques ont leurs responsabilités parce qu'il est clair que des hommes politiques qui ne mettent jamais la question du handicap au sein de la réflexion peuvent masquer ce qui fait problème, ce qui fait difficulté et puis peuvent vivre dans une certaine hypocrisie et maintenir un certain discours qui ne tient pas face à ce à quoi on pourrait aspirer d'une manière plus humaine. Le terme handicapé comme un substantif donc, qui apparaît au début du XXe siècle et qui ensuite sera régulièrement utilisé, l'handicapé avec un L' ou le handicapé, ce mot-là fait qu'on essentialise le handicap. En revanche, quand on parle de la personne handicapée, on fait du handicap un adjectif. Ce qui est central, c'est que c'est une personne et il se trouve qu'elle a un handicap, donc on dit que c'est une personne handicapée. On adjective le handicap. Quand on utilise, et cette formule a été développée plutôt dans les années 90-2000, une personne en situation de handicap, on accentue encore le trait en disant que le handicap n'est pas fixé au niveau de l'individu, mais est lié à un environnement. On repart à la grange et puis on va essayer de voir comment on travaille cette laine. Je suis face à un bus à l'ancienne, avec mon fauteuil roulant, je n'arrive pas à rentrer facilement dans ce bus, donc je suis dans une situation de handicap. En revanche, si arrive un bus moderne avec un plancher surbaissé, je rentre directement dans le bus, et là je ne suis plus en situation de handicap. Ce qui veut dire que le handicap lui-même est relatif, j'ai ma déficience qui est restée la même, je reste en fauteuil roulant, mais en revanche, je ne suis plus dans une situation de handicap. Voilà, un beau bracelet. Donc l'expression personne en situation de handicap, ce n'est pas simplement du politiquement correct, c'est indiquer qu'il y a une responsabilité sociale dans le fait qu'un handicap soit important ou pas, ait des conséquences importantes ou pas.
handicap. Alors j'ai effectivement utilisé dans mon livre Les Invalidés ce néologisme qui signifie que ce n'est pas simplement une situation physiologique, je suis invalide parce qu'il me manque de jambes, il me manque de bras, mais je suis invalidé parce que la société n'a pas voulu investir pour que les bus aient des planchers surbaissés. Il n'entend pas très bien, c'est comme ça, c'est la vie. Oui. Et du coup, la difficulté pour moi à me mouvoir dans l'espace social ou à me mouvoir aussi dans l'espace intellectuel, culturel, ne tient pas simplement à mes manques, à mes failles, mais aussi au fait que la société n'a pas voulu faire ce qu'il fallait pour que ces handicaps soient diminués. Et c'est en ce sens-là que la société peut invalider certains individus et que ces individus sont donc des invalidés, des personnes en situation de handicap due à une responsabilité de la société donnée. On peut être handicapé de plein de façons différentes. Et on peut aussi ne pas du tout vouloir utiliser la catégorie ou se définir comme personne handicapée. On dit être handicapé toute personne qui est reconnue administrativement comme handicapée, notamment par la maison départementale des personnes handicapées. C'est très difficile à définir et il y aurait pas, ça ne fonctionne pas sur un cercle concentrique où on aurait des personnes très handicapées, moins handicapées, encore moins handicapées. C'est plutôt, disons, des cercles qui se croisent les uns les autres. Il n'empêche quand même que, en dépit de cette histoire qui nous raconte des populations très très différentes et qui peuvent avoir des expériences de vie extrêmement dissemblables, entre une personne qui a été toujours handicapée et une personne qui devient handicapée tardivement. La proximité en termes d'expérience est assez faible, mais il n'empêche qu'on arrive quand même à montrer qu'à partir du moment où une fonction ou un membre ou quelque chose de votre corps ou de votre esprit se met à ne plus fonctionner selon les standards habituels de la normalité, vous êtes un tout petit peu mis à l'écart du fonctionnement du monde social. Et cette expérience-là, cette expérience de la mise à l'écart, de la marginalisation, de la ségrégation, cette expérience-là, elle est commune à toutes les personnes qui, d'une façon ou d'une autre, relèvent de cette catégorie extrêmement générale du handicap. On pourrait vouloir étendre le terme de handicap à des situations beaucoup plus larges. On pourrait parler d'un handicap social pour une personne qui n'a pas eu un milieu qui l'a favorisé pour accéder à la culture, pour être ouvert aux autres. On peut parler d'un handicap si vous avez des déficiences affectives parce que vous êtes tombé dans une famille où vos parents ne vous ont pas donné l'amour, un amour suffisant, donc une confiance suffisante en vous. Et vous créez des individus qui peuvent avoir leurs deux bras, leurs deux jambes, mais qui sont très déficients du point de vue du cœur, du point de vue de la capacité d'altruisme, du point de vue de la capacité d'empathie, d'arriver à ressentir ce que ressentent les autres, à faire cet effort-là. Ces individus ont de grosses difficultés à envisager les personnes handicapées, les personnes immigrées, les personnes qui sont un peu différentes, comme étant des êtres humains comme eux. Ce sont finalement toutes les failles humaines qui ont des conséquences. C'est surtout ça, parce que quand on ne pense pas assez, quand on ne fait pas assez un travail de méditation sur soi, un travail de lecture, un travail d'accroissement de son ouverture culturelle, on va avoir aussi des comportements plus fermés, des jugements qui vont impliquer d'autres individus et les enfermer aussi. Donc il y a bien une ouverture collective à avoir et c'est là où la politique a aussi son impact. C'est que la politique doit promouvoir le fait que les individus aillent vers ce qui les enrichit, vers ce qui les aide à voir davantage, à penser davantage. Donc sans, encore une fois, voir ça sous l'angle d'un élitisme, mais sous l'angle de quelque chose qui nous accroît les uns les autres. Cet accroissement du regard, du cœur, de la pensée, et on a tous besoin de cela.
concept de validisme est né sur le même modèle que des choses comme par exemple racisme ou sexisme. Il est utilisé en France depuis le début des années 2000. Il a pour fonction de décrire la façon dont une société est pensée par des valides pour des valides. C'est systémique, c'est pas chaque individu qui se lève le matin en disant « je vais faire du mal aux personnes handicapées », c'est simplement que la société a été conçue, fabriquée. Les villes, les métros, les bureaux, les chaises, les cours qu'on peut donner à l'université, tout a été pensé pour des personnes qui peuvent entendre, qui peuvent lire, qui peuvent écrire, et que dès que l'une de ces fonctions-là n'est plus présente, ou est défaillante, ou est déficiente, eh bien la capacité de l'individu à suivre et donc à s'intégrer, cette capacité est remise en cause. C'est là l'objectif de cette notion de validisme. Ça ne peut changer que par une transformation assez radicale des façons de vivre en société, des façons d'organiser le monde social. Et l'accessibilité, c'est à la fois quelque chose qui ne verra jamais le jour, c'est-à-dire que ce ne sera jamais atteint, on n'aura jamais, ça y est, la société est accessible, mais c'est quelque chose aussi qui doit se penser très très en amont, et plus c'est pensé en amont, plus c'est efficace en fait, et moins ça coûte cher. Et c'est ça qui manque, c'est cette pensée primordiale de l'accessibilité, c'est-à-dire se dire est-ce que ce que je suis en train de faire, de construire, de fabriquer, est-ce que ça va permettre à tout un tas de personnes qui n'ont pas qui ne collent pas aux standards, est-ce que ça va être accessible? Voilà. L'éducation est fondamentale, fondatrice. L'éducation nationale a sa responsabilité pour rendre possible l'ouverture aux autres. Donc le fait que l'inclusion scolaire soit devenue une obligation nationale a un impact positif. Il y a donc une amélioration de ce point de vue-là. Pourquoi une amélioration? Parce que si nous nous habituons dans les petites classes à voir un camarade handicapé, quand nous vivrons notre vie d'adulte, quand nous serons au travail, ça ne nous gênera pas et ça nous paraîtra la normalité même. Si au contraire on ne voit jamais aucun enfant handicapé durant toute sa scolarité, c'est sûr que toute personne handicapée devient quelqu'un d'effrayant lorsqu'on la croise au sein de la société. Il est clair qu'il faut des personnes qui soient là pour accompagner l'enfant lorsque sa déficience rendrait rédhibitoire la participation au milieu ordinaire. Il y a une espèce de redéfinition du terme inclusion ces dernières années. Le mot d'inclusion est un mot qui fait sens politiquement. C'est un mot qui est chargé d'une portée extrêmement forte et qui consiste à dire nous n'allons pas simplement ouvrir la porte et laisser rentrer dans notre monde de valides des personnes handicapées pour qu'elles puissent s'asseoir à la table et discuter avec nous, et puis elles seront présentes. L'inclusion, ça va bien au-delà de ça. L'inclusion, c'est dire, nous, valides, nous allons transformer nos façons de travailler, nous allons transformer nos façons de discuter, nous allons transformer aussi ce que veut dire un certain nombre de choses comme décider, comme autonomie, comme consentement. Nous allons modifier un certain nombre de choses qui sont des choses structurelles et structurantes dans notre monde social pour que ces délibérations, ces discussions, ces décisions soient inclusives. C'est-à-dire, le terme d'inclusion oblige le monde social à changer ses façons d'être. Donc là, on a fait de l'école inclusive en version évidée de son sens. Donc on a fait vraiment une inclusion sans comprendre sa dimension politique et sans comprendre que le handicap nous oblige. Si on veut réellement aboutir à cette solution-là, eh bien, il faut aller beaucoup plus loin et il faut changer les pratiques des valides. Et pour l'instant, le monde des valides n'est pas en train de changer radicalement. C'est-à-dire, il accepte une présence marginale d'enfants ou de travailleurs handicapés qui ne remettent pas en cause globalement le fonctionnement du système et on appelle ça inclusion. Plutôt que de dire c'est mal de stigmatiser, c'est mal de ne pas reconnaître la différence, il faut aussi être capable de comprendre d'où viennent ces procédés-là. C'est pas de la méchanceté pure, ce sont les êtres humains, mais les êtres humains ont cette tendance forte parce que eux-mêmes manquent de confiance en eux, et c'est en cela que, paradoxalement,
La personne handicapée me fait peur plutôt parce qu'elle me ressemble et non pas parce qu'elle est différente. C'est sa ressemblance qui me gêne beaucoup parce que je vois des manques qui sont magnifiés, mais ça réactive mes peurs à moi de mes propres manques et je n'ai pas envie de penser à mes propres manques. Donc je vais rejeter la personne handicapée comme, encore une fois, une sorte de bouc émissaire de mes propres manques. L'homme est intrinsèquement un être de manque. En fait, c'est ça qui est important de comprendre. Et l'homme est un être d'interdépendance. Et cette interdépendance fait que nous avons tous besoin les uns des autres pour nous compléter nous-mêmes. Nous ne sommes pas suffisants seuls. Et ça, c'est vrai pour tout le monde. En revanche, quand on focalise l'idée de dépendance sur certains individus en disant « ce sont des êtres dépendants, nous ne le sommes pas », ce sont des personnes handicapées, nous ne le sommes pas, on se leurre parce qu'on se fait croire que, d'une part, la dépendance serait quelque chose de rare et de mauvais, alors que d'une part, donc, durant notre existence, nous serons tous dépendants en ce sens-là un jour ou l'autre. On a inventé le concept qui remplacerait le terme de valide en disant invalide, quelqu'un de valide, ça n'existe pas. Nous sommes tous des pas encore handicapés. Parce qu'un jour ou l'autre, en tout cas avec le vieillissement, nous avons une jambe qui fonctionnera moins, un bras qui fonctionnera moins, une épaule qui nous fera très mal et qu'il faudra opérer, etc. Donc se croire indépendant, c'est une croyance transitoire. Et le handicap nous montre que l'individu est en réalité un être qui vit de dépendance réciproque, mais ces dépendances ne sont pas à voir comme négatives, c'est plutôt un enrichissement d'être ensemble et de participer ensemble à nos comblements respectifs. En fait, la charge de l'inclusion repose sur les épaules de la personne handicapée. Ce qui fait qu'elle devient à la fois responsable et tributaire des compensations qu'elle arrive à mettre en place, alors même que sa charge mentale est beaucoup plus élevée. Pour se déplacer, il faut calculer des itinéraires, il faut anticiper. Pour prendre le train, enfin voilà, il y a des contraintes phénoménales. Sur un déplacement, il faut tout avoir calculé pour savoir combien de temps j'ai de batterie sur mon fauteuil électrique. La vie de personne handicapée est déjà un travail en soi. Participer au monde social va devenir un travail encore plus conséquent qui va reposer sur ses propres épaules, là où ce serait au monde social d'avoir un certain nombre de procédures, de réflexes et aussi un petit peu de jugeote politique pour se dire il faut qu'on fonctionne un tout petit peu différemment. Voilà, c'est ça. Pour faire changer la société, il faudrait que tout le monde se dise qu'il est potentiellement handicapé. De même que sur les questions de vieillissement, on se dit qu'on est tous potentiellement vieux un jour et qu'on perdra en autonomie. Et donc ne pas le faire pour les autres, mais le faire pour soi. Mais visiblement, cet argument-là ne fonctionne pas. Donc il est peut-être préférable d'avoir un autre type d'argument, qui est basé peut-être sur la notion de droits humains, qui est basé sur des conventions internationales que la France a ratifiées. Il a été écrit à un niveau international par un certain nombre d'experts, de militants, d'associations, de personnes concernées, de représentants d'institutions publiques et des États qui ont ratifié cette convention. Il a été décidé qu'en matière de handicap, les objectifs que se donnait l'humanité étaient l'inclusion, la pleine participation, la coproduction de l'action publique, l'accessibilité. Et ces objectifs-là, nous ne devons pas les satisfaire parce que nous serons potentiellement concernés, mais nous devons les satisfaire parce que ce sont des droits. Et c'est à cette condition-là qu'on arrivera à bâtir une société plus juste, dans laquelle les inégalités seront moins criantes, dans laquelle tout le monde aura à peu près sa chance. Et il est à peu près probable que si nous appliquions ce que nous avons ratifié dans cette convention, le monde s'en porterait certainement beaucoup mieux, quoi. L'inclusion est un travail sur la norme dans le sens où toutes les personnes qui bénéficient à un titre ou à un autre de privilèges liés à leur statut, à leur classe, à leur race, à leur genre, à leur situation de handicap doivent se questionner sur les privilèges dont elles disposent
Et donc le handicap vient obliger en fait les valides à repenser leur façon d'être. C'est pas une leçon de vie que leur donnent les personnes handicapées, c'est repenser les statuts qui sont les siens, redécouvrir que les choses qui apparaissaient ordinaires sont en fait des choses qui sont normées, que ces normes sont présentes dans à peu près chacun des gestes et des mots qu'on prononce. C'est-à-dire se questionner en permanence, être réflexif sur soi-même, c'est ça qui est en jeu. La démocratie est le seul régime dans lequel une opposition est reconnue, quoi. Et ben, la démocratie pourrait être le seul régime dans lequel une minorité est reconnue. Et c'est là où enjeux politiques, enjeux démocratiques et questions du handicap se rejoignent. C'est-à-dire ne pas faire en sorte qu'on fonctionne pour ceux qui ont l'air d'être corrects, d'être bien comme il faut. Qu'on fonctionne en tenant compte des diverses situations humaines en termes de race, de classe, de genre et de handicap. D'un point de vue philosophique, il n'y a pas un être humain qui est identique à un autre. Donc nous sommes tous des êtres singuliers, nous sommes tous différents les uns des autres. La différence nous caractérise. Je passe mon temps à insister sur le fait qu'effectivement, il y a des différences qui peuvent être physiologiques, et qu'on peut caractériser comme handicap, mais par-delà ces différences, on a aussi des points communs. Vous pouvez avoir une personne qui a un handicap cognitif, mais qui aime beaucoup écouter les Beatles. Elle est comme moi, elle aime beaucoup écouter les Beatles. Donc dire « Ah oui, mais tu es une personne différente », c'est faire fi de tout ce que nous avons en commun. Donc souligner aussi ce que nous avons en commun est important, pas seulement avoir ce terme de différent. Donc si on veut une société plus ouverte par rapport à la question du handicap, il faudrait retirer ce vocable de personnes différentes et considérer que nous avons des choses en commun à partager. Il ne faudrait pas magnifier ce terme de différence.